Enregistrement, merci beaucoup. On est à 300, bientôt 350 personnes sur 800 inscrits, peut-être 400, 450 qui participeront. Je vous remercie toutes et toutes d'être ce matin. Je vais raccourcir mes propos pour garder l'essentiel qui sera les échanges que vous allez avoir dans ce webinaire que propose l'Institut national de l'économie circulaire. Mais permettez-moi, avant de commencer, de remercier tout d'abord toute l'équipe de l'Institut national de l'économie circulaire, avec une pensée très émue pour Marlene Weber, qui nous accompagne depuis des années et qui va prendre des responsabilités au sein du ministère. Et c'est pour nous une aussi forme de reconnaissance de ce que porte l'Institut, de voir que nos équipes vont travailler notamment au cœur de l'appareil de l'État. Bravo à vous, Marlene. Merci encore pour tout ce que vous avez apporté. Merci à l'Institut, merci à tous les partenaires, tous les adhérents de l'Institut, de plus en plus nombreux, qui, par leur engagement, nous permettent aujourd'hui de pouvoir présenter ce bilan qui semble attendu, et cela peut se comprendre à l'Institut national de l'économie circulaire que j'ai cofondé en 2013. Je tiens à rappeler, notamment avec Chantal Joanneau, ancienne ministre, aujourd'hui présidente de la Commission nationale du débat public, bien que de chemin parcouru, du chemin qui s'est traduit d'un point de vue législatif, avec notamment la loi Transition énergétique pour une croissance verte en 2015, qui pose une définition de la loi économie circulaire, et puis après repris et dynamisé sous le gouvernement qui se finit, puisque nous sommes dans un nouveau cycle électoral, mais sous le gouvernement sous la gouvernance de la présidence d'Emmanuel Macron. C'était tout d'abord la ministre Brune Poirson qui a fait cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire sur laquelle on revient, qui a été complétée par la loi climat. Cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a donc 2 ans, 2 années, et si vous la connaissez un peu, elle est extrêmement dense et nécessite beaucoup d'engagement, et notamment de l'engagement de l'État. Mais recontextualisons le sujet. Elle a été votée fin 2019. Elle a été promulguée début 2020, ce qui explique ce rendez-vous aujourd'hui, début 2022, pour en faire un bilan. À peine promulguée, nous sommes rentrés dans la crise Covid-19, la pandémie mondiale, avec, je n'y reviens pas, toutes les conséquences, d'abord humaines, et je pense à tous ceux qui ont subi les conséquences de cette pandémie, mais aussi la remise en question de modèles économiques et des glissements vers d'autres modèles, notamment l'e-commerce, la consommation rapide, avec donc ses bénéfices, mais aussi ses effets néfastes. Cette remise en question de l'accès des chaînes logistiques, donc de l'accès aux ressources, de la construction, de la résilience, vient en ce début 2022 d'être une deuxième fois, si je puis dire ça comme ça, mise en crise et en lumière. Il y a la guerre en Ukraine, une guerre terrifiante avec le plus horrible de ce que peut être la guerre, et nous pensons à ceux qui la subissent, et en premier lieu aux Ukrainiennes, aux Ukrainiens. La conséquence, nous la voyons aussi dans notre modèle économique qui est interdépendant, extrêmement consommateur de ressources, en croissance, j'allais dire exponentielle peut-être pas, mais en forte croissance, notamment sur des matières premières stratégiques, parfois dites métaux rares, terres rares. Et nous avons donc la question de quel modèle nous devons développer. Eh bien, il se trouve que la France a cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui ne pouvait évidemment pas intégrer ces bouleversements impossibles à imaginer, impossibles à mesurer, et qui aujourd'hui, 2 ans plus tard, sont là, mais qui créent une base fondamentale, et nous allons y revenir. Quelles sont les avancées, comment elles peuvent se faire, où sont les points bloquants, quels sont les ajustements à mener. Et je finirai, pour laisser la place au débat, sur un point notable. Le président Emmanuel Macron, réélu, a eu une expression, et qu'il a confirmée, extrêmement claire sur la volonté de faire de son nouveau cycle de 5 ans le cycle de la transition écologique. Ce cycle de la transition écologique
qui permettra probablement d'accélérer, et ça c'est une excellente nouvelle, et pour accélérer la transition écologique et notamment l'enjeu économie circulaire, pour sortir d'une dépendance aux ressources, cette dépendance qui elle-même génère des déchets, hein, l'un va avec l'autre, hein, plus vous consommez de ressources, plus vous avez de difficultés à garantir l'accès, surtout si vous diversifiez des ressources, surtout si vous êtes avec des matières premières rares, mais aussi le pendant, c'est que ça crée, génère des déchets, et ces déchets peuvent être certes recyclés, mais très souvent sont des contraintes qui pèsent économiquement, mais qui pèsent aussi terriblement sur les impacts environnementaux. Et donc, une approche d'économie circulaire, c'est-à-dire recentrer notre modèle autour du développement lié aux ressources disponibles, hein, sur les ressources dont on dispose et créer plus d'efficience, plus d'usage, de les préserver, de les réinjecter dans la boucle. C'est le schéma que nous avions établi en 2013, issu du modèle du schéma de la Fondation Ellen MacArthur, un schéma que nous avions produit en 2013, qui est toujours d'actualité, que vous pourrez retrouver sur le site de l'Institut. Eh bien, aujourd'hui, il y a la loi 2 ans plus tard que nous allons étudier. Quels sont ces enjeux, quels sont ces points bloquants, quelles sont les dynamiques que nous pouvons espérer, que nous devons mettre en œuvre, et nous devons les regarder en perspective. La semaine prochaine, nous en saurons plus sur la composition du gouvernement. Nous devons les mettre en perspective avec la dynamique que le président de la République a annoncée, très positive, que je soutiens évidemment pleinement, de faire de la transition écologique et notamment de la planification écologique et territoriale, 2 mots qui conviennent parfaitement à ce que nous disons à l'Institut national de l'économie circulaire depuis 9 ans maintenant. L'économie circulaire, elle est territoriale et elle doit, je dirais, se planifier, peut-être j'utiliserai un autre terme, elle doit être structurée autour de la réalité des ressources disponibles, autour des besoins réellement disponibles. Voilà ce que nous avons devant nous. Commençons déjà par faire un bilan, et je remercie toute l'équipe, je remercie tout le monde, et bonne matinée, bon débat. Merci. Merci infiniment François Michel. Alors en quelques mots, rappeler effectivement ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a fait là et le travail qu'on présente aujourd'hui devant vous, c'est une idée de bilan dynamique, c'est-à-dire d'avoir la loi AGEC votée, de faire l'état des décrets, mais aussi c'est peut-être l'originalité de la démarche par rapport à d'autres choses qu'on a pu faire, de faire réagir les acteurs, donc d'avoir aussi la vision de l'évolution de la norme et de la construction territoriale telle qu'elle est construite par les textes, vision par les gens qui sont en train de le mettre en œuvre. Donc, c'est l'ensemble des panélistes, hein, des personnes qui vont répondre à des questions aujourd'hui. Alors, pour revenir sur le format aussi, qui est un petit peu là aussi différent de ce qu'on peut faire habituellement, on a pris ce parti par rapport à une matière qui est très dense, hein, l'économie circulaire, ça a été bien rappelé par François-Michel Lambert, ça couvre l'ensemble des sujets économiques, politiques, de rentrer voilà, par une série de questions. Alors, ça va être un peu frustrant, hein, des questions et des réponses rapides, sachant que chacune des questions, presque chacune des réponses mériterait qu'on y passe 1 heure et demie en soi. Je pense aux questions, on l'a évoqué, questions de territorialisation, la place des collectivités territoriales, c'est évidemment très riche, mais à peu près tous les sujets mériteraient d'y passer plus de temps. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fera. Voilà. Donc là, c'est les prémices. On a pris plein de questions qui ont été posées au travers du formulaire, mais aussi des questions qu'on nous pose un petit peu quotidiennement. On va essayer d'y apporter une réponse rapide, précise, et derrière, de voir comment on continue à travailler sur ces sujets. Et donc voilà, je peux déjà vous donner rendez-vous dans les semaines et mois à venir pour continuer à la fois à populariser ces sujets, à les faire comprendre, et puis surtout, parce que c'est comme maintenant l'enjeu, et ça a été rappelé, aller encore plus loin. Donc déjà, merci à tous de nous avoir rejoints ce jeudi matin, et puis excellente série de questions, vous allez voir, ça va être tonique. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel. Donc effectivement, pour vous présenter un peu en préambule la publication qui est aujourd'hui valorisée avec cet événement. Donc la loi économie circulaire, elle a permis d'ancrer ce sujet de l'économie circulaire dans le débat public et les préoccupations des acteurs économiques.
Donc, pour la première fois, le grand public a entendu parler d'économie circulaire dans des médias non spécialisés. Et devant la perspective de nouvelles obligations, on a observé une réelle mobilisation tant chez les acteurs publics que les entreprises privées. Néanmoins, il nous a paru important de creuser au-delà des effets d'annonce, parce que la loi, ce n'est pas seulement l'aboutissement d'une politique publique sur l'économie circulaire, mais c'est un peu son commencement. Donc, plus de 2 ans après sa promulgation en 2020, la petite centaine de textes d'application prévus n'a pas encore été complètement publiée. On a de nombreux dispositifs qui ont pris un certain retard dans leur mise en place. Donc, il y a une certaine complexité, un besoin de concertation qui découle de cette complexité, qui peuvent venir expliquer ce décalage dans le temps. Aujourd'hui, on n'a aucune étude chiffrée pour connaître exactement la progression des indicateurs suivant les objectifs fixés par la loi AGEC. Donc, AGEC pour anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, on l'appellera comme ça de temps en temps dans le webinaire. Voilà, aucun indicateur sur l'évolution des tonnages de déchets, par exemple, mais ceux-ci ne semblent pas avoir connu de sensible baisse. Donc, ce suivi des indicateurs en matière de déchets, mais surtout en matière de consommation de ressources, est primordial pour tirer des conclusions en matière de politique publique. Donc, on est allé interroger les différents acteurs qui les mettent en œuvre, donc des entreprises, collectivités, associations, ministères, avocats et des spécialistes, pour confronter ces textes avec leur application sur le terrain. Donc, c'est l'objet de cette publication 2 ans après la loi économie circulaire. Où en est-on? Et donc, cette publication reprend l'intégralité de cette loi AGEC par thématique, décortiquée et confrontée à différents témoignages. Donc, la publication est disponible en ligne sur notre site. On vous mettra également le lien en commentaire. C'est dans cet esprit aussi qu'on vous a réunis ce matin. Donc, on est très heureux de vous voir aussi nombreux. Et on vous a laissé la possibilité de poser des questions lors de votre inscription. Donc, on a recueilli environ 150 questions et on en a sélectionné une trentaine auxquelles on va répondre ce matin. Donc, voilà, ce format permet de balayer un grand nombre de sujets différents, de faire intervenir un grand nombre d'acteurs qui se sont mobilisés nombreux également pour répondre à ces questions. Donc, le format est rapide, donc on ne va pas perdre de temps et je vais passer donc directement à la première question. Donc, la première question, c'est voilà, quelle différence entre réemploi et réutilisation? Donc, quand on parle d'économie circulaire, on entend souvent les termes réemploi, réutilisation qui peuvent sembler équivalents. Pourtant, ils correspondent à des réalités assez différentes et ils entraînent des conséquences juridiques en termes de responsabilité et d'assurance. Donc, en anglais, c'est plus simple. Le terme générique reuse est utilisé. En France, voilà, on a cette différence. Donc, la question suivante nous a été posée par les participants. Et comme cette distinction est particulièrement importante dans le secteur du bâtiment, on a demandé à Madame Clotilde Pietra, qui est donc responsable de projet économique circulaire chez Eiffage, de répondre à cette question en 2 minutes. Merci beaucoup Marlene pour cette introduction. Alors effectivement, réemploi, réutilisation, la différence fondamentale, c'est que réemploi va faire appel à des règles liées à des produits, en l'occurrence chez nous des produits de construction. Et réutilisation va faire appel à des éléments qui sont devenus des déchets, donc qui ont basculé dans le régime de responsabilité de producteurs et de détenteurs de déchets. Un point essentiel. La directive cadre déchets de 2008 qui évoque effectivement la notion de reuse sans forcément faire cette distinction entre ce qui reste du produit et ce qui devient du déchet. C'est pour ça que dans la transposition française en 2015 sur la loi de transition énergétique et croissance verte, on intègre cette distinction en définissant la réutilisation comme toute opération dans laquelle des substances, matières ou produits sont devenus des déchets et sont utilisés à nouveau sans autre opération de pré-traitement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la transformation type concassage, criblage qui vont être liés à du recyclage. 4 exemples. Les parquets. Les parquets, aujourd'hui, vous pouvez les déposer et les réemployer en tant que parquet. À ce moment-là, vous n'avez pas changé la destination, l'objet de ce produit et donc vous êtes dans du réemploi.
La Fondation Bâtiment Énergie, dans les guides pour favoriser le réemploi sur les chantiers, a fait tout un guide sur les parquets, par exemple, parmi d'autres. Les sanitaires, notamment les toilettes. Aujourd'hui, la mode est aux toilettes suspendues, mais si on veut bien prescrire différemment, on peut continuer à avoir des toilettes sur pied qui seront du coup plus facilement réemployées, alors qu'aujourd'hui, ils sont déposés massivement et qu'on les stocke. Le booster du réemploi a proposé un cahier de prescription pour faciliter ce réemploi. À l'inverse, la réutilisation. Les échafaudages. Une fois que vos échafaudages sont en fin de vie, il n'est pas prudent de les réemployer en échafaudage, mais par contre, vous pouvez, sans les transformer de manière trop importante, en faire un autre objet. Par exemple, le designer Maximum a utilisé des aimants d'échafaudage pour créer des pieds de table. La porte est souvent employée comme exemple pour dire que une porte qui devient une cloison ou une table elle-même fait l'objet d'une réutilisation. Il y a eu toute une opération à la suite de la réhabilitation de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris autour de la thématique « Ceci n'est pas une porte », pour justement montrer tout ce qu'on pouvait faire à partir d'une porte sans en faire du recyclage. Perspective. La taxonomie européenne fixe pour notre secteur du bâtiment 10% autour du reuse et du recyclage. Ça veut dire qu'on a une perspective de pousser le réemploi et la réutilisation jusqu'à 10% des gisements constatés et captés. On est bien au-delà de ce qui est aujourd'hui proposé dans la REP produits matériaux de construction du bâtiment. Donc, voilà, je vous la propose comme ouverture, sachant qu'un professeur suisse qui s'appelle Walter Stael avait déjà dit en 1976 que l'extraction et le traitement des ressources étaient là où il y avait le plus de consommation d'énergie. Et du coup, réemployer et réutiliser, c'est aussi contribuer à l'économie d'énergie et au soutien à l'emploi. Merci à vous. Merci beaucoup, Clotilde. Maintenant que nous avons bien en tête cette distinction entre réemploi et réutilisation, nous pouvons entrer dans le dur du sujet, notamment se concentrer sur le rôle des collectivités dans le traitement des déchets et l'économie circulaire de manière plus générale. Concomitamment aux nombreuses dispositions pour prévenir l'apparition des déchets, l'éco-conception, le réemploi, la réparation, la réutilisation, la loi introduit des mesures visant à une meilleure collecte et un meilleur traitement des déchets ménagers pour lesquels les collectivités détiennent historiquement un rôle important. Ces dernières voient ainsi leurs compétences clarifiées en la matière. À l'heure où la nécessité de massifier les flux de déchets par un tri et une collecte de qualité se fait de plus en plus criante, différents dispositifs ont donc été conçus par le législateur, les dispositifs de consigne, l'harmonisation des règles de tri, 6 flux, 7 flux, 8 flux, collecte séparée des biodéchets. Florence Presson, adjointe au maire aux transitions et à l'économie circulaire et solidaire à la ville de Sceaux, va pouvoir répondre à la question qui nous a donc été posée. Les collectivités territoriales ont-elles vu leur rôle renforcé avec la loi AGEC? Florence, je vous laisse la parole. Et bonjour à toutes et tous et merci pour l'organisation de ce webinaire. Tout d'abord, je voudrais donner une définition de collectivité territoriale. Il s'agit de la région, du département, parfois de la métropole, du territoire administratif ou EPCI et enfin de la commune. Quand on parle d'économie circulaire et de nouvelles compétences élargies dans cette loi, ça touche principalement les régions et les territoires administratifs, avec effectivement un certain nombre de compétences qui ont été élargies. Sauf que dans ces deux collectivités territoriales, l'économie circulaire est réellement assimilée à du déchet. Ils ont encore, je dirais, le réflexe, faire en sorte que dans un plan climat, air et énergie territoriale, PCAET, il y ait la notion d'économie circulaire en tant que telle, c'est déjà un véritable souci. La commune, justement, a une position assez particulière puisque c'est tout d'abord le premier contact avec le citoyen, ce qui fait que la commune peut jouer un rôle d'exemplarité, que ce soit sur l'achat public, que ce soit sur la formation de ses agents, et un rôle de communication et sensibilisation de différentes façons, que ce soit par la création de ces événements, des éco-gestes, et tout cela pour cibler les citoyens, les commerçants, les entreprises qui ont un impact important sur la société, que ce soit par leur consommation ou par la fabrication. Une collectivité peut être un véritable accélérateur dans le cas où on se passerait du territoire administratif
enfin, on ne se limiterait pas au territoire administratif, mais on parlerait de territoire de projet. Une commune, un ensemble de communes peut effectivement s'emparer d'un sujet, le mettre en œuvre, puis le déployer, je dirais, sur l'ensemble du territoire administratif, la métropole et autres. Et là, il y a réellement une action à mener, je dirais, pour le bilan de la 3e année et 4e année de cette loi. Effectivement, un travail d'accompagnement des collectivités est nécessaire pour appliquer ces dispositions. En effet, la majorité ne semble pas encore au fait des obligations prochainement en vigueur et un renforcement de leurs moyens est également un préalable au contrôle des nouvelles infractions. Et à ce propos, voilà, les collectivités sont également mobilisées sur la question des déchets organiques. Les biodéchets sont définis par le Code de l'environnement comme des déchets organiques composés majoritairement de déchets alimentaires et des déchets verts. À ce jour, la valorisation de ces matières organiques est encore très insuffisante. La loi AGEC a ainsi instauré à partir de fin 2023 l'obligation pour tous les détenteurs de biodéchets de mettre en place un tri à la source ou une collecte sélective et une valorisation biologique. Florence Presson, en tant qu'adjointe au maire à la ville de Sceaux, pouvez-vous nous éclairer sur la question suivante? Quel avenir pour les biodéchets à partir de 2023? Alors là aussi, un petit point de vocabulaire. Quand on parle et qu'on entend parler de cette loi, on entend systématiquement tri à la source, valorisation. Donc là-bas, ça se passe soin de la collectivité. Et puis, collecte de biodéchets. Or, la question « que fait-on de ces biodéchets » n'est pas au cœur du sujet. Tout le monde pense le type de seau, le type de poubelle, les flux, etc. Oui, mais que fait-on de ces biodéchets? Est-ce qu'on leur fait faire des kilomètres et des kilomètres pour être traités quelque part d'une façon ou d'une autre? On les fait disparaître, mais ils ne disparaissent pas. D'autant que personne ne veut de ces déchets. Quand on parle avec des agriculteurs qui se trouvent dans le 91, dont certains qui ont mis en place une usine de biométhanisation, on leur dit « super, hein, nous arrivons avec nos biodéchets ». Et là, ils disent « ah ben non, ils ne sont pas propres. Je ne vais pas étendre sur mes champs des déchets que je ne connais pas, ceux où il y a peut-être de la viande, du poisson, où il peut y avoir des morceaux de plastique. » Donc, le véritable problème se trouve là, et beaucoup l'ignorent. Or, il nous reste une année ou deux pour mettre en place une solution. L'idéal, ce sur lequel nous travaillons, c'est pourquoi ne pas mettre une biométhanisation avec un agriculteur, des agriculteurs locaux, pour lesquels la collectivité s'engage en contrepartie effectivement de l'investissement pour eux, avec peut-être un tri peut-être plus précis, je ne sais pas, eh bien on s'engage à acheter une production maraîchère, que ce soit pour faciliter la mise en place d'AMAP, que ce soit pour faciliter l'approvisionnement de nos commerçants, de la restauration locale, la cantine, mais il faut arriver à trouver un consensus. On n'est pas les uns contre les autres ou les uns à côté des autres, mais il faut qu'on renforce, je dirais, une certaine autonomie alimentaire et profitons justement de cette gestion des biodéchets pour peut-être mettre en place cette solution ou des solutions de ce type. Merci Florence pour cet éclairage. On le voit donc, les collectivités jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre des politiques d'économie circulaire au sein des territoires. Et un autre rôle important que les collectivités peuvent jouer concerne leur politique d'achat. La commande publique constitue en effet l'un des principaux leviers de la transition vers une économie circulaire. Et on le rappelle, ça représente aujourd'hui environ 200 milliards d'euros par an et 8 à 10% du PIB national. Une demande d'un tel poids économique doit donc être utilisée pour encourager le développement d'une offre de biens et de services plus respectueux de nos ressources, en poussant les acteurs économiques à faire évoluer leur modèle. En effet, inciter la commande publique à s'adapter peut permettre de créer un effet d'entraînement pour tous les acteurs, dans la mesure où les fournisseurs seront également concernés par un effet de ricochet. La loi AGEC a ainsi fixé des obligations qui sont ambitieuses à l'égard des acheteurs publics, et notamment par le biais de l'article 58. Par exemple, on a eu donc la question: comment la loi aujourd'hui encourage-t-elle les collectivités à prendre en compte l'économie circulaire dans leurs achats? Et je vais laisser la parole à Marlène Weber pour y répondre. Merci Juliette, tout à fait. Effectivement, on observe ces 2 dernières années une réelle montée en puissance de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la commande publique. Donc la commande publique, ce sont les achats de l'État, des collectivités et des établissements publics. Et cette dynamique ne va qu'en s'accélérant.
Donc, les acheteurs publics doivent veiller à réduire leur consommation de plastique à usage unique, à diminuer leur production de déchets, à privilégier des biens qui sont jugés plus circulaires. Donc, la loi AGEC a notamment obligé les acheteurs publics à acquérir des biens issus du réemploi, donc de seconde main ou intégrant des matières premières recyclées, dans des proportions qui varient de 20 à 40% selon les types de produits. Donc, par exemple, chaque année, 20% des produits textiles acquis par le public doivent être issus du réemploi ou de la réutilisation. C'est une obligation qui est déjà applicable donc, depuis 2021 pour les acheteurs publics et le ministère doit opérer cette année un bilan pour évaluer à quel point cette obligation a été suivie. Donc, ce bilan est en cours. Il y a donc la loi AGEC, mais il y a également la loi Climat qui a ajouté une nouvelle couche d'obligations en imposant à tous les acheteurs publics de prendre en compte obligatoirement des considérations environnementales dans tous leurs marchés et à tous les stades de leur marché. Donc, tant au moment où ils définissent leurs besoins, qu'au moment où ils choisissent leurs fournisseurs ou encore dans les conditions d'exécution de la prestation. Néanmoins, ces obligations n'entreront en vigueur qu'en 2026 complètement. Et enfin, parce qu'on ne peut pas seulement imposer des obligations sans prévoir un accompagnement des acheteurs, l'INEC avait porté une proposition qui a été adoptée dans le cadre de la loi Climat afin que l'État mette à disposition des acheteurs des outils simples d'utilisation pour qu'ils puissent prendre en compte ces considérations environnementales. Et c'est donc un secteur qui va beaucoup bouger et comme tu l'as dit, Juliette, c'est 10% du PIB chaque année. Donc, c'est un formidable levier pour l'économie circulaire. Donc, nous avons parlé du rôle des collectivités dans le traitement des déchets et l'économie circulaire. Donc, à présent, nous allons nous tourner vers le rôle du citoyen. Le citoyen peut sembler confus devant toutes ces signalétiques foisonnantes sur le tri des déchets. On a le point vert, le logo Triman, la poubelle barrée, le ruban de Mobius, le verre recyclable et plein d'autres. Car en plus, les metteurs sur le marché peuvent opter pour une signalétique propre à l'éco-organisme auquel ils adhèrent. Donc, ça complexifie encore plus l'information livrée aux citoyens. Aujourd'hui encore, 3 Français sur 4 déclarent avoir des doutes lors du tri de certains emballages au moment de les jeter. Et pour pallier ce problème et répondre enfin à l'objectif fixé par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, qui est de promouvoir une information lisible sur les étiquetages, la loi AGEC a voulu simplifier et uniformiser les règles de tri sur l'ensemble du territoire, et ce pour décembre 2022. Donc, nous avions plusieurs questions à ce sujet et nous avons choisi Thibaut Boucher de chez Citeo, qui est un éco-organisme pour les emballages et papiers, pour y répondre. Et donc, voici 2 questions. Thibaut, les consignes de tri sont-elles toutes les mêmes sur le sol français? Et du coup, point vert, Triman, ruban de Möbius, qui prendre en compte pour faire son tri quand on est consommateur? Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, concernant les consignes de tri, elles ne sont pas les mêmes sur tout le territoire français. Cela va dépendre de savoir si votre territoire est passé dans le cadre de ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. L'extension des consignes de tri, qu'est-ce que c'est? C'est un grand programme qu'on mène avec les collectivités territoriales, nos partenaires, pour simplifier le geste de tri, justement pour qu'il soit plus facile pour les citoyens trieurs. C'est-à-dire que le geste de tri va être simplifié parce que maintenant, on va plus poser la question, est-ce que ça va ou pas dans le bac jaune? Tous les emballages et les papiers iront dans le bac jaune, dans le bac de tri, qui est jaune dans la plupart des territoires. Donc, ça veut dire qu'on finance la rénovation et la modernisation des centres de tri pour que les pots de yaourt, par exemple, les films souples, les barquettes de jambon, par exemple, pour des produits emblématiques du quotidien, puissent aller dans le bac de tri. On est d'ores et déjà arrivé à 66% des Français. On a 2/3 des Français qui ont accès à cette simplification du geste de tri. Et maintenant, on continue pour aller jusqu'à l'objectif qui est 100% des Français avec un geste de tri simplifié. Pour savoir si votre territoire est passé ou non en extension des consignes de tri, avec cette simplification du geste de tri, il y a l'appli Guide du tri de Citeo qui est gratuite, que vous pouvez installer sur votre téléphone portable et qui vous donne le geste de tri à faire pour vos emballages puisqu'elle est géolocalisée. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger cette appli Guide du tri. Ensuite, vous évoquiez effectivement un certain nombre de logos et de sigles, point vert, ruban de Mobius, Triman, lesquels prend en compte pour faire son tri lorsqu'on est consommateur. Alors, s'agissant du tri des emballages, les seuls signalétiques à prendre en compte sont Triman
qui signifie que le produit ou l'emballage font l'objet d'une règle de tri, et également l'infotri, donc c'est une petite cartouche qui vous donne l'information où jeter cet emballage. Est-ce que c'est dans le bac jaune, dans le bac de verre, par exemple. Donc, l'infotri va détailler la règle de tri élément par élément et donner la destination. Ce sont les deux marquages qui sont obligatoires sur tous les emballages depuis la loi AGEC et qu'il faut prendre en compte. Le reste des marquages, il ne faut pas les prendre en compte pour faire son tri. Le point vert, en fait, c'est un marquage qui signifie que l'entreprise qui a mis l'emballage sur le marché s'est acquittée d'une contribution pour financer la fin de vie de cet emballage. Donc, il s'est acquitté de l'éco-contribution auprès de Citeo, par exemple. Mais ce point vert va peu à peu disparaître puisque la loi AGEC a prévu un arrêté qui pénalise les emballages pouvant générer une confusion sur la règle de tri. Donc, il n'est plus obligatoire en France depuis 2017 et il a vocation à progressivement disparaître. Le ruban de Mobus, en revanche, ou la boucle de Mobus, ça dépend des appellations, est un marquage non obligatoire, mais qui est parfois utilisé effectivement par certaines entreprises. Il signifie que l'emballage est recyclable, ce ruban de Mobus. Attention à ne pas confondre avec le ruban de Mobus intégrant un pourcentage à l'intérieur, qui signifie cette fois que l'emballage est composé par un pourcentage de matière recyclée, mais pas forcément qu'il est recyclable. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur ces différents sigles. L'essentiel pour que vous reteniez, c'est Triman, qui signifie que l'emballage fait une règle de tri, l'infotri pour savoir justement quelle règle de tri adopter pour cet emballage, et puis l'appli guide du tri pour savoir si votre emballage, vous êtes en extension de consigne de tri. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, quand on trie, comme on l'a dit, on peut parfois, en tant que citoyen ou consommateur, être un peu perdu devant les consignes de tri, surtout quand on s'interroge sur la viabilité du traitement des déchets après ce tri. Et le textile n'échappe pas à cette problématique. L'industrie du textile est la deuxième plus polluante au niveau mondial. Elle génère 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an. Et chaque année, elle met sur le marché 600 000 tonnes de textiles, linge de maison et chaussures à destination des ménages, donc environ 10 kilos par an et par habitant. Le sujet du textile représente donc un enjeu très fort pour la mise en œuvre de l'économie circulaire et la Commission européenne a récemment publié sa stratégie de l'Union européenne pour des textiles durables et circulaires qui vise à favoriser la réparation, la réutilisation et le recyclage des textiles, à lutter contre la mode éphémère, la destruction des textiles invendus et enfin à garantir que la production textile respecte pleinement les droits sociaux. Le textile est donc un enjeu d'actualité qui bénéficie d'une réelle prise de conscience sur l'impact de ce secteur. Julia Théier de l'équipe éco-conception de Refashion, l'éco-organisme de la filière textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Sur le sujet du recyclage des textiles, est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à la question qui nous a été posée? Un tiers des TLC présents en centre de tri vont au recyclage. Que deviennent les 67% restants? Bonjour à tous. Oui, bien sûr. Donc, parmi les 67% restants qui ne sont pas envoyés au recyclage, il y aura d'abord 56% qui seront réutilisés, donc envoyés pour le réemploi, pour les friperies, etc. Donc 95% partiront à l'export à l'étranger et 5% iront à la réutilisation en France. Dans les 33% du recyclage, je me permets de préciser qu'il y a une partie qui ira à l'effilochage, donc pour les non-tissés, etc. Une partie à la coupe pour créer des chiffons. Ensuite, on aura du défibrage pour recréer du fil, pour créer de nouvelles étoffes. Et pour finir, du broyage pour créer du composite ou des briques, par exemple. Ensuite, 9% seront transformés en combustible solide de récupération. Et 0,7% seront incinérés pour la valorisation énergétique, c'est-à-dire récupération de l'énergie pour créer de la chaleur. Et pour finir, 0,4% seront éliminés sans aucune valorisation énergétique, c'est-à-dire incinérés ou enfouis sous terre. Voilà, merci beaucoup. Merci Julia pour ces précisions sur le textile. Comme vous le savez, dans la hiérarchie de traitement des déchets, avant de penser à recycler ou même à réemployer, il faut avant tout penser à réduire notre consommation et la production de déchets. Donc, comment peut-on consommer moins mais mieux? Donc, c'est l'objet de la prochaine question. Aujourd'hui, les citoyens sont toujours plus vigilants au regard de leur santé,
ainsi que des impacts environnementaux et sociaux de leur consommation. Donc, ils se renseignent de plus en plus sur la provenance de leurs produits, leur composition, les conditions de fabrication. Donc, la loi a prévu un renforcement des obligations, justement, de la part des producteurs en matière d'information du consommateur en matière environnementale. Donc, ça se matérialise par des expérimentations, un indice de réparabilité, un indice de durabilité, un Planet Score ou encore l'interdiction du Black Friday. Donc, en dehors de la période des soldes, une publicité ne doit pas donner l'impression que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes. Néanmoins, dans les faits, la pratique du Black Friday tend à se développer. On voit que les promotions fleurissent en novembre sur le modèle américain. Donc, on a eu cette question du public. Bien que le Black Friday ait été interdit par la loi AGEC, cette pratique semble perdurer et se généraliser en France. Donc, comment est-ce possible et comment lutter contre la surconsommation? Donc, on a demandé à M. Guillaume Ballas, délégué général de la Fédération Envie, d'y répondre. Guillaume, est-ce que vous nous entendez? Si Guillaume n'est pas présent, on va passer tout de suite à la question d'après. On lui laissera l'opportunité de revenir sur ce point un petit peu plus tard. Je te laisse la parole, Juliette. Pour passer à la question suivante, on va maintenant parler d'un autre sujet majeur, le numérique et la nécessité de rendre ce secteur plus circulaire. La loi AGEC, c'est un problème qui est connu de tous, mais qui est souvent écarté du fait de son caractère abstrait. Il s'agit de l'impact environnemental du numérique. En France, environ 70% de l'empreinte carbone du numérique provient de la production et du renouvellement des appareils numériques. La consommation d'énergie par le numérique a cru en moyenne de 10% par an entre 2013 et 2017, et il est prévu qu'elle double entre 2017 et 2025. Au vu de ces chiffres, Adèle Schneeberger, vous intervenez au nom de l'Alliance Green IT, l'association qui regroupe les professionnels qui sont engagés pour un numérique responsable. Pouvez-vous nous dire pourquoi ma recherche Internet émet-elle des gaz à effet de serre? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une recherche Google n'est pas que virtuelle et elle implique surtout plusieurs équipements en chaîne. Et comme vous l'avez bien souligné, c'est la fabrication de ces équipements qui est le plus polluant. Donc, je vais regrouper les différentes étapes d'une recherche Google. La première chose, donc, l'utilisateur va utiliser son équipement, l'ordinateur, le smartphone, la tablette, etc. Deuxièmement, la requête est saisie dans un navigateur ou via un système d'application après que le terminal ait procédé à diverses opérations réseau. Par exemple, la résolution DNS pour identifier l'adresse IP du serveur Google concerné par la recherche. Troisième étape, la requête est envoyée via le Wi-Fi ou le réseau 4G, donc dans le cas de la 4G en utilisant des bornes 4G, avec une partie des équipements de l'opérateur télécom. Donc, dans le cas de la 4G, ça va être des équipements dédiés à l'authentification, à la facturation, au transfert des données, au routage des données, ainsi que tous les équipements liés à l'exploitation, la supervision, la sauvegarde, etc. Quatrième étape, la requête rejoint le réseau Internet et traverse entre 5 et 30 équipements réseau dont elle utilise une micro-portion des ressources. Les équipements, ils sont par nature redondés et susceptibles d'utiliser des chemins multiples, voilà, ce qui explique la variété de ces équipements. Cinquième étape, la requête arrive jusqu'au data center de Google où elle est analysée et traitée au travers de nombreux serveurs et systèmes, donc du stockage, du traitement, de l'interrogation de bases de données, traitement publicitaire, etc. Sixième étape, la réponse est renvoyée à l'utilisateur, soit par le même chemin, soit par des chemins distincts. Là-dessus, ça dépend vraiment du réseau. Voilà, donc ça, c'est vraiment ces 6 étapes-là. Donc, on voit que durant tout ce chemin, les différents impacts vont être liés aux équipements, donc l'équipement de recherche, déjà ce que vous avez entre les mains. Le réseau Internet, qui lui non plus n'est pas immatériel. On le voit, il y a des ordinateurs, il y a des câbles, il y a des antennes, etc. Et enfin, les data centers. Donc, toutes ces technologies numériques, elles doivent être fabriquées, alimentées en énergie, donc ce qui génère déjà un coût écologique important, notamment sur la phase de fabrication. Mais ils doivent également être remplacés, car ils ont une fin de vie qui est soit technique, soit opérationnelle. Souvent, les équipements doivent être remplacés avant leur fin de vie physique, car ils ont des performances ou des fonctionnalités insuffisantes, voire une incompatibilité administrative car imposée par le constructeur. Donc, juste pour terminer sur cette question, en termes de chiffres, pour vous donner, j'ai trouvé une étude qui est assez intéressante. Dans une étude allemande qui a été menée en juin 2020, l'empreinte CO2 par utilisateur a été estimée à 26 kg, donc 26 kg par an, pour les requêtes sur les moteurs de recherche.
C'est donc une pollution qui est réelle, mais qui est moins conséquente, rappelons-le, que la phase de fabrication des équipements, qui, dans cette même étude, les recense à 346 kg par an et par utilisateur. Donc c'est une pollution réelle, mais quand même malgré tout limitée. Merci Adèle. Il existe effectivement des leviers majeurs, et vous en avez parlé, hein, pour réduire l'impact écologique du numérique, comme il est prévu dans la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. C'est l'exemple, par exemple, de la lutte contre l'obsolescence logicielle ou encore l'éco-conception. L'obsolescence programmée est considérée comme un délit et le consommateur doit être informé des caractéristiques nécessaires à la bonne mise à jour de son appareil. Dans cette optique, si on se place du point de vue du développeur logiciel. Par ailleurs, le gouvernement a remis au Parlement un rapport sur justement l'obsolescence logicielle, et la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique est venue renforcer les dispositions de la loi économie circulaire, notamment sur l'information du consommateur, sur les mises à jour et leurs caractéristiques, qui concernent par exemple l'espace de stockage requis, l'impact sur les performances du bien ou encore l'évolution des fonctionnalités. Par ailleurs, les administrations doivent favoriser l'acquisition de logiciels éco-conçus qui leur permettent de limiter leur consommation énergétique associée à l'utilisation. Ce qui nous amène à la question suivante: quelles sont les caractéristiques d'un logiciel éco-conçu? À quoi peut-on le reconnaître? Alors moi, j'avais la question, je suis désolée, c'est comment reconnaît-on un site web éco-conçu? Donc j'avais préparé cette réponse-là. Je suis un petit peu moins calée sur la partie logicielle, je ne suis pas trop technique. Donc je vais essayer de répondre quand même. De toute façon, la réponse est à peu près la même, que ce soit un site web ou que ce soit finalement un logiciel. Quand on parle d'éco-conception, il y a déjà donc un premier point de vue qui va être lié à une notion de sobriété, hein, puisque l'objectif d'une éco-conception, qu'elle soit logicielle ou qu'elle soit site web, c'est la prise en compte de l'impact environnemental durant tout le cycle de vie du site web ou du logiciel. Donc déjà, vraiment, on peut voir sur un logiciel ou sur un site web le regard qu'on va porter dessus. Vraiment, on a un maître mot qui va être la sobriété. Donc, un logiciel ou un site web qui, déjà à l'affichage, va avoir un certain nombre de contenus, que ce soit une charte graphique qui soit assez lourde, que ce soit des nombreux contenus vidéo, des images, des liens, des encarts publicitaires, enfin voilà. Plus il y a de choses, plus forcément ça veut dire que la performance énergétique du logiciel ou du site web va être assez conséquente. Donc, il y a déjà un visuel qu'on peut avoir. Je vous avais mis un exemple de site web que du coup je vais quand même mettre dans le chat. Voilà, donc là du coup je suis un peu embêtée pour cette réponse, ça va pas être très complet. Il existe aussi un certain nombre d'outils que j'avais préparés qui étaient plutôt sur la partie logicielle, qui étaient plutôt sur la partie donc site web. Je pense que je vais regratter un petit peu la question, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et puis je mettrai dans le chat des outils qui permettent de reconnaître aussi les logiciels éco-conçus. Parce que là à l'oral, j'ai pas envie de dire d'erreur. Vous m'excusez. Merci beaucoup Adèle. Donc on a retrouvé Monsieur Guillaume Ballas. Donc on va repasser à la question du Black Friday. Guillaume, est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur voilà, bien que le Black Friday ait été interdit par la loi, cette pratique semble perdurer, se généraliser. Donc voilà, comment est-ce possible et comment faire? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'abord de l'initiative. Je trouve que c'est vraiment intéressant et désolé, je suis un peu perdu dans mes horaires là. C'était de ma faute si je n'étais pas là. Alors en fait, c'est une affaire compliquée juridiquement, le Black Friday, donc je vais essayer de faire extrêmement simple. Le Black Friday, ce ne sont pas des soldes. Ça appartient à la catégorie de ce qu'on appelle les promotions. La différence qu'on peut faire entre les soldes et les promotions, vous le savez, c'est que les soldes sont encadrés par la loi et permettent la revente à perte, ce que n'autorise pas la promotion. Et ce qui s'était passé, c'est qu'en 2019, une députée, Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie, avait proposé un amendement qui avait été adopté par l'Assemblée nationale et qui encadrait très fermement le Black Friday, avec une vocation en réalité d'interdire, puisque cet amendement énonçait que le Black Friday ne respectait pas la loi et le code du commerce sur la question de la promotion en faisant de la publicité mensongère qui faisait croire à des soldes, avec notamment un différentiel entre le prix barré, c'est-à-dire le prix d'origine, et le prix affiché consommateur à l'achat,
qui affichait des pourcentages de baisse très importants. Et effectivement, un certain nombre d'études démontrent qu'en réalité, si on prend la globalité aujourd'hui des achats liés au Black Friday, eh bien, l'écart entre le prix de base et le prix de vente est simplement autour de 2%. Et donc bien loin des 30, 40%, 50% qui sont parfois affichés par les commerçants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 2020, le Black Friday a été, commençait à se préparer et un certain nombre de députés, dont Delphine Batho et d'autres, Cédric Villani, etc., ont saisi l'État en disant notre amendement n'est pas respecté et cet amendement, en fait, entraîne le fait que le Black Friday ne peut pas avoir lieu, puisque les communications commerciales agressives devraient être interdites, puisque la loi, et notamment l'amendement que nous avons voté, précise bien et rattache bien le Black Friday aux pratiques du Code du commerce, et donc il faut interdire ces pratiques-là, et donc le Black Friday dans les faits. La réponse de l'État, et notamment par le biais de Bruno Le Maire, a été de dire, c'est une promotion et pas une solde, donc je ne peux pas intervenir car c'est une question de liberté de marché et je ne peux pas interdire, entre guillemets, le Black Friday. Et deux, la DGCCRF ira vérifier que c'est bien une promotion et que donc il n'y a pas de revente à perte et que les prix affichés entre le prix de départ et le prix de vente sont bien des prix cohérents, qu'il n'y a pas de tromperie du consommateur. Et on en est resté là en réalité. Hein. C'est-à-dire que le Black Friday a pu se dérouler avec un certain nombre quand même de restrictions, mais qui étaient plus de l'ordre de la demande politique que du respect de la loi, puisque Amazon avait commencé une grande campagne sur la question du Black Friday et il y avait eu une demande du gouvernement auprès d'Amazon d'arrêter cela puisque nous étions en pleine crise économique et que 200 000 commerçants étaient menacés. Ce n'était pas le moment, entre guillemets, de faire ce type de choses. Amazon, d'ailleurs, a arrêté cette campagne du pré-Black Friday, entre guillemets, et on est resté à l'exercice du Black Friday au moment où il s'est déclenché. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet éclairage. Je suis obligée de vous couper, je suis désolée, le timing est super serré. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. On va rebasculer du coup au volet numérique qu'on était en train d'aborder pour un éclairage sur une mesure prévue par la loi qui concerne les fonds réparation et réemploi. Pour une mise en contexte, la loi AGEC a étendu le champ de la responsabilité élargie des producteurs, les REP. Ils doivent notamment participer au financement des coûts de réparation des produits en vue d'encourager l'allongement de la durée de vie des produits, et notamment par la création de fonds dédiés au financement de la réparation et de fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation. On nous a posé au sujet de ces fonds la question suivante: quelle est la différence entre le fonds réemploi et le fonds réparation? Pour répondre à cette question, je laisse la parole à Quentin Bellé, qui est responsable affaires publiques chez Écologique, l'éco-organisme chargé de gérer la fin de vie des équipements électriques et électroniques. Bonjour à toutes et tous, merci Amélie et merci à l'INEC pour l'invitation. La question est en effet très bonne, puisqu'effectivement la loi AGEC a prévu la création de deux fonds donc, qui s'appuient sur la responsabilité élargie du producteur, la REP, pour contribuer au développement des activités de réemploi pour l'un et pour soutenir la réparation pour l'autre. L'idée générale est sensiblement la même, c'est donc, comme vous l'avez rappelé, allonger la durée de vie des produits pour éviter le gaspillage et les impacts environnementaux importants liés à la production. Et ces fonds sont administrés par donc, les éco-organismes. Donc voilà pour les points communs entre ces fonds qui en fait s'arrêtent là. Parce qu'en effet, le fonds réparation est un dispositif financier qui, un peu à l'instar du coup de pouce vélo lancé après le premier confinement, vise à soutenir la réparation des produits en prenant en charge une partie du montant des réparations via des réparateurs labellisés. Alors, où on en est côté écologique? Actuellement, nous sommes dans une phase de recrutement et de labellisation des réparateurs en s'appuyant sur des organismes certificateurs et avec le concours des organisations professionnelles comme Fedelec. J'en profite pour saluer Joël Couret qui intervient après moi. En septembre, notre dispositif de soutien démarrera sur un périmètre de produits emblématiques pour ensuite atteindre sa pleine puissance d'ici la fin de notre période d'agrément. Le fonds réemploi, de son côté, vise à soutenir le réemploi des produits, mais aussi à développer les activités de réemploi sur le territoire national en s'appuyant exclusivement sur l'ESS.
Et ce dernier point est un complément issu de la loi climat. Donc le dispositif soutiendra donc des tonnes de produits plutôt proches de déchets réemployés, mais aussi soutiendra donc des structures de l'ESS dans leur développement et dans leurs projets. Et côté écologique, on sera particulièrement sensible et vigilant au réemploi des équipements numériques, car si les volumes sont faibles en comparaison avec l'électroménager, leur impact est très important, comme l'ont rappelé François-Michel Lambert et l'AGID qui est intervenu avant moi. Voilà, merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Quentin. Donc, cette réponse permet donc de mieux comprendre cette distinction. Maintenant, on va faire un petit zoom sur le fonds réparation en tant que tel. Donc, aujourd'hui, on a seulement 10% des équipements électriques et électroniques qui sont réparés par des professionnels. Le coût de la réparation joue un grand rôle dans le choix de réparer plutôt que de remplacer son objet. Donc, pour plus de 6 Français sur 10, un coût moins élevé des réparations serait un bon incitateur, selon l'ADEME, qui évoque un seuil psychologique au sujet du prix de la réparation, voilà, de 33% du prix du neuf. L'objectif des fonds réparation est donc de financer une partie du coût de la réparation de certains produits pour la rendre moins chère pour le consommateur et donc d'augmenter le nombre de réparations. Donc, Joël Couret, vous êtes délégué à la promotion de la réparation pour FEDELEC, l'organisation professionnelle nationale qui regroupe les entreprises artisanales et des artisans et des petits réparateurs. Donc, d'après vous, est-ce que le fonds réparation va permettre d'accroître concrètement le nombre de réparations? Je sais que c'est une question pas évidente pour vous, mais je vous laisse la parole. Écoutez, je vais essayer d'être concret, mais ça va être un peu difficile de répondre à votre question parce que d'abord, c'est une expérience qui est complètement nouvelle. Hein. La France, la France innove. Actuellement, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, le dispositif est toujours en construction et il sera opérationnel en septembre-octobre. Et puis, il y a encore un point supplémentaire, c'est que nous ne connaissons pas pour l'instant le montant des aides qui seront accordées. Donc, c'est un petit peu difficile. Cela dit, un soutien financier ne peut que favoriser, a priori, le taux d'acceptation des devis. Et toute la communication qui sera faite autour créera forcément des motivations de réparation chez les consommateurs. Reste quand même que le succès va dépendre aussi de l'adhésion des réparateurs et en particulier des plus nombreux que d'ailleurs FEDELEC représente, qui sont quand même les très petites entreprises. Dans 70% des entreprises du secteur de la réparation 3E, le chef d'entreprise travaille seul. Et nous ne savons pas encore, finalement, quel sera l'accueil que ces TPE vont réserver au label Quali-Répar, puisqu'on n'en a pas parlé, mais enfin, le label s'appellera Quali-Répar. Ce que nous ne savons pas, nous, c'est comment vont réagir ces TPE à l'idée d'une charge administrative supplémentaire, des exigences nouvelles qu'ils vont devoir accepter pour être labellisés. Et puis ensuite, d'ailleurs, un fonctionnement qui sera forcément beaucoup plus rigide que par le passé pour eux. Donc nous, en tant qu'organisation professionnelle, le rôle de FEDELEC, ça va être d'informer, d'expliquer, parce qu'on aura sans doute beaucoup à expliquer, de valoriser évidemment les atouts qui sont associés au label, parce qu'il y a quand même de sérieux atouts positifs. Et probablement, parce que ça on peut s'y attendre, ça va être surtout de dissiper les craintes qui ne manqueront pas de se manifester chez des gens qui, pour la plupart d'entre eux, ils sont sans expérience aucune sur ce type de démarche valorisante. Donc, vous me demandez si le fonds réparation aura une influence sur le nombre de réparations. La réponse, a priori, c'est oui, probablement, mais enfin, ça reste encore à confirmer et nous le saurons véritablement à la fin de l'année si ça a été efficace. Merci beaucoup pour ces éclairages. On va maintenant passer sur un sujet un peu plus précis, donc les équipements électriques et électroniques. On a parlé de la réparation, mais on a eu aussi beaucoup de questions sur le devenir des équipements informatiques qui sont collectés pour être recyclés. Il y a environ 1,5 million de tonnes de nouveaux appareils par an qui arrivent sur le marché français. Donc, les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, sont composés à la fois de produits potentiellement toxiques, de métaux précieux, de terres rares, et donc un traitement particulier est nécessaire pour les recycler et permettre la réutilisation durable de ces matières critiques. Pascal Lemerchin, vous êtes directeur du développement D3E chez Paprec, qui est une entreprise de collecte et recyclage de déchets industriels et ménagers.
Comme vous le savez, la loi AGEC, elle oblige les producteurs à modifier la signalétique de tri pour assurer le bon recyclage. Mais au-delà de cette obligation, qu'en est-il du recyclage de ces D3E? Et la question plus particulière qu'on vous pose, c'est quel pourcentage d'équipements électriques et électroniques est effectivement recyclé, que ce soit en France, Europe ou à l'autre bout du monde? Bah, écoutez, merci beaucoup déjà pour l'invitation, donc d'avoir convié Paprec. Alors Paprec prône l'économie circulaire depuis très, très longtemps. C'était la base de la création de ce groupe, donc en 1994 par Jean-Luc Petit-Gounat. Donc, je fais partie de la division des D3E, qui est effectivement un des leaders en France du recyclage des D3E ménagers et professionnels. Donc, effectivement, nous sommes amenés, confrontés régulièrement à traiter des D3E de tout type sur toute la France. Alors, vous me posez une question sur le taux de recyclage. Je dirais qu'il dépend du type d'équipement. Je dirais globalement, si on regarde un peu le rapport de l'ADEME, qui est paru en 2020, on se rend compte que ce taux de recyclage varie entre 65 et 93% s'il s'agit d'écrans ou de gemmes, de machines à laver ou de frigo. Donc, on va dire que ça dépend vraiment. Alors, on a, nous, chez Paprec D3E, fait évoluer nos technologies, nos process, etc. On a été encouragé par nos clients producteurs et éco-organismes, écologiques et avant, mais il y a aussi écosystème, vers des standards en WILABEX qui nous ont permis d'évoluer et de standardiser beaucoup plus nos process. Donc, et puis aussi, il y a eu l'arrêté qui est paru au mois d'octobre, qui nous demande d'évoluer, de faire évoluer nos taux de valorisation et de recyclage d'environ 5%. Donc, je dirais, tout ça nous encourage effectivement à évoluer. Je dirais donc, comment on va faire? Donc, on va améliorer nos process. On a des usines de plus en plus modernisées et des technologies de plus en plus fines. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin dans les taux de recyclage. On va aussi, donc, comme je disais, aller vers des certifications WILABEX qui vont permettre d'améliorer la traçabilité de nos filières aval. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, et de tracer, de les faire évoluer. Il y a aussi les modes de reporting qui vont évoluer. Donc, là, donc, ces 3 points vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin pour répondre à votre question dans les taux de recyclage. Et effectivement, c'est un point important. Et puis, surtout, je dirais, il y a le devenir des matières. Et ça, c'est très, très important. Dans les D3E, nous avons des métaux ferreux, non ferreux, du cuivre, de l'aluminium. Et il est important de bien tracer là où vont ces matières. C'est très important. Donc, nous avons chez nous une division qui est spécifique, qui s'occupe de vendre ces matières vers des filières aval qui vont après les valoriser. Alors, pour répondre à une de vos questions, c'est où vont ces ferreux et non ferreux? Je dirais globalement, environ 52% restent en France et traités dans des usines sidérurgiques, etc., présents dans l'Hexagone. Et 48% partent en Europe, de par ces différents pays, pour y être recyclés. Et très, très peu partent hors de l'Union européenne. Donc, voilà un petit peu Et effectivement, c'est important de tracer tout ça. Et on se trouve dans un contexte actuellement où, comme vous le savez, avec la crise en Ukraine, on trouve une flambée des cours des ferreux, non ferreux, de l'aluminium, de l'or, etc. Donc, il est important de bien suivre tout ça. Et c'est pour ça que nous avons une division spécifique qui permet de contrôler, d'auditer et de certification et de faire, le cas échéant, des notifications. Donc, en synthèse, je dirais que, ben oui, ce taux évolue. La technologie est un point important. La loi AGEC, les éléments de certification WILABEX, tout ça nous encourage à faire évoluer ce taux et c'est de bon augure pour la suite de faire évoluer la loi AGEC. Voilà, un peu en conclusion, ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie, Monsieur Le Merchin. Donc, nous avons parlé des sujets de réparation, traitement des déchets, de tri, etc. depuis un angle technique. À présent, il conviendrait donc d'aborder le sujet de l'économie circulaire sous un angle un peu plus sociologique. Donc, en effet, au-delà de l'amélioration de l'information donnée aux consommateurs, il est nécessaire d'instruire les citoyens de demain dès le plus jeune âge. Donc, l'éducation réalisée tant à l'école primaire que lors des études secondaires ou supérieures, elle permettra donc à la jeune génération de venir de mieux appréhender les enjeux de ressources et de trouver les solutions pour y répondre. Donc, à ce sujet, Dominique Bonnet, vous êtes enseignante-chercheur sur les modèles de l'économie circulaire à l'IPAC Business School. D'après vous, quelles évolutions en matière d'éducation et de formation à l'économie circulaire, qui est un grand enjeu de la transition avec cette loi AGEC? Je vous laisse la parole.
Bien, merci. Eh bien, bonjour à tous et merci pour cette belle invitation. Alors, l'éducation et la formation, ce sont des chantiers vastes et passionnants de notre point de vue qui vont favoriser pour nous l'innovation pédagogique. L'éducation et la formation sont des enjeux essentiels de la transition. Elle doit se faire nécessairement, cette transition, par la prise de conscience et les changements de comportement des jeunes et des moins jeunes qui sont d'abord des citoyens. Et donc, on a besoin de former des citoyens bien informés pour conduire cette transition. Avec l'Institut national de l'économie circulaire, nous y travaillons, l'IPAG, mais aussi Aix-Marseille Université, des laboratoires de recherche, depuis plusieurs années, grâce à François-Michel Lambert. La loi 2020 sur laquelle nous avions travaillé prévoit effectivement l'éducation à l'environnement dans tous les établissements scolaires, et cela dès le primaire. Que ce soit dans la formation à l'école, dans la formation continue. Aujourd'hui, on voit se mettre en place de nombreux dispositifs. Si le sujet a été longtemps un sujet théorique, aujourd'hui, on voit énormément d'applications sur le terrain. Alors, par exemple, dans les écoles, l'école du dehors avec des classes dans la forêt, la sensibilisation aux enjeux environnementaux pour les enfants, des cours en plein air, le potager de l'école. Autre exemple, dans des lycées, on a par exemple des lycées hôteliers avec une éco-gestion de parc, une préparation des repas aussi en circuit court, de même dans les cantines, des produits biologiques, des options végétariennes, la gestion des déchets. Et puis, dans l'enseignement supérieur, l'ensemble de nos cours aujourd'hui doit comporter un volet développement durable. Il faut noter que de nombreuses initiatives sont portées par les écoles déjà depuis quelque temps, mais là, nous sommes vraiment tenus de le faire et nous sommes évalués et réhabilités dans nos diplômes de master, notamment en fonction de la conformité à ces attentes, à cette injonction. Donc, en fait, on a des cours, on a développé des cours sur les nouveaux modèles économiques, mais on a aussi des cours de finance durable, d'achat et de sourcing durable, de logistique et de transport vert, mais aussi, il faut souligner le rôle des incubateurs dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, puisqu'on favorise énormément l'entrepreneuriat, pas seulement en créant des filières entrepreneuriat pour les étudiants, mais en permettant à des étudiants qui sont dans d'autres spécialités d'avoir un composant entrepreneuriat dans leur cursus pour pouvoir développer au sein de l'école leurs projets en accompagnement avec les professeurs de droit, de stratégie, de digital, etc. Et on voit que tout cela, les incubateurs des écoles, etc., connaissent un franc succès dans les écoles de commerce et d'ingénieurs notamment. Voilà, donc ça c'est un très bref résumé, puisqu'en 2 minutes, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je pense que nous pouvons encore aller beaucoup plus loin. On y travaille beaucoup. Pour former justement les citoyens de demain. Ces générations futures dont on parle, elles sont là, elles sont très attentives à ce que nous faisons. Parfois même, elles nous demandent d'en faire plus. Je pense au manifeste pour la transition écologique qui a été signé par toutes les grandes écoles. Et donc, voilà, on va faire de l'éducation et de la formation des jeunes et des citoyens une pierre angulaire de la transition écologique. Voilà, merci je vous remercie. Beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. Revenons maintenant sur un point un peu plus technique, la sortie du statut de déchets, essentiel à la réutilisation des matières sur laquelle repose l'économie circulaire. Permettre à des ressources matérielles de sortir du statut de déchets est clé pour l'économie circulaire. Elle autorise la substitution de matières premières par des matières réutilisées et recyclées dans les processus de fabrication et favorise une plus grande indépendance vis-à-vis des ressources vierges. Si sortir du statut de déchet est tout un enjeu, pour qu'un produit devienne un déchet, c'est beaucoup plus simple. Pour le SICTOM, le syndicat de traitement des déchets d'Île-de-France, la question du statut de déchet est particulièrement importante. Caroline Schall, vous êtes responsable des relations institutionnelles pour le SICTOM. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi un déchet et à partir de quel moment un produit obtient-il le statut de déchet? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, cette histoire de statut de déchet, elle paraît tellement simple qu'évidemment, elle ne l'est pas. Alors, la loi de 75 a organisé les choses de la façon suivante. Elle a pour la première fois donné une définition au déchet qui est en fait une matière, une substance, un bien meuble qui a perdu l'utilité pour laquelle il avait été conçu
et ou que son utilisateur, son détenteur, décide d'abandonner. Deux cas de figure. Une bassine qui est trouée, bon, elle ne sert plus à grand-chose en tant que bassine, et en plus, vous allez vouloir vous en débarrasser parce que vous ne savez plus quoi en faire. Donc, cette bassine trouée, elle va réunir les deux conditions. Elle ne sert plus à rien en tant que bassine, et en plus, vous voulez vous en débarrasser parce que vous ne savez plus quoi en faire. En 92, la loi a ajouté une autre notion, c'est celle de déchet ultime. Alors, le déchet ultime, c'est celui qui reste après, par exemple, je prends l'exemple d'une cafetière électrique, vous l'avez totalement démantibulée pour recycler certaines parties, pour enlever toutes les parties polluantes, les piles, un certain nombre de circuits ou de matériaux, et il vous reste des trucs, des bouts de pièces, des bazars dont personne ne sait quoi faire, que personne ne voudra réutiliser, réemployer ou incorporer dans de la matière première secondaire, et bien ces choses deviennent des déchets ultimes. Voilà. Alors, à quoi sert absolument le statut de déchet? Eh bien, ça permet de clarifier les responsabilités. Ça permet de dire, eh bien, tel producteur, tel détenteur va être responsable de la fin de vie de ce déchet. Par exemple, en tant que particulier, vous avez l'obligation de placer vos déchets dans ce que la collectivité locale vous met à disposition. Eh bien, les déchets ménagers, leur traitement, leur collecte sont la responsabilité des collectivités locales. Les déchets d'activité économique, eux, ils ont un statut différent. Eux, c'est leurs producteurs qui doivent s'organiser pour installer la collecte et le traitement de ces déchets. Donc, on voit que la notion de statut de déchet, elle a une importance cruciale dans la chaîne des responsabilités, ensuite de la gestion de la fin de vie ou de la prolongation de vie du déchet. Alors, on a inventé des solutions très récemment, ces dernières années, pour prolonger la vie du déchet, parce que le déchet, il a une deuxième chance. Sa deuxième chance, c'est bien évidemment d'aller dans une ressourcerie, dans une recyclerie. Mais s'il ne peut pas y aller, il va être pris en charge par les circuits de traitement des déchets. Sauf que le déchet, il a encore une deuxième chance, il peut sortir du statut de déchet. Et il en sortira à un moment quand il remplira un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que ce produit devenu déchet, finalement, il a une valeur marchande. Il existe un marché pour le récupérer, pour l'incorporer ensuite dans des matières premières, pour qu'il devienne une matière première secondaire et qu'il soit incorporé dans un nouveau produit. Et alors là, tout le débat porte à quel moment sort-il du statut de déchet? Est-ce que c'est au moment où, par exemple, il sort du centre de tri, qu'il est racheté par un repreneur et qu'il va pouvoir rentrer dans un circuit de recyclage, ou bien est-ce au moment précis où il va être incorporé dans une nouvelle matière, où en fait il disparaît totalement pour devenir une nouvelle matière première ou un nouveau produit. Les débats ne sont pas totalement tranchés. Il y a des avancées en particulier pour les papiers et les cartons, où le législateur fait en sorte que le papier carton sorti du centre de tri quitte son statut de déchet à partir du moment où il répond à un certain nombre de critères. Tout cela est parfaitement réglementé, bien évidemment. Et je pense que cette histoire du statut de déchet est essentielle, bien évidemment, pour permettre rapidement une incorporation et un recyclage plus aisé. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions qui vont nous être particulièrement utiles pour la question suivante. En effet, la question de la sortie du statut de déchet est particulièrement cruciale pour le secteur du BTP. Les déchets du secteur représentent aujourd'hui 76% des déchets qui sont produits en France d'après l'ADEME. Le bâtiment est donc un enjeu majeur pour l'économie circulaire. La rénovation des bâtiments est également un enjeu majeur de la décarbonation, dont on parle très souvent. Avec le report de la REP bâtiment, on comprend que ce sujet est crucial, mais difficile parfois à saisir. Sylvain Laurenceau, responsable de l'équipe économie circulaire au CSTB, on parle de diagnostic PEMD, de devis pour travaux, de REP bâtiment, beaucoup d'acronymes. Alors, on va vous demander, Sylvain, vous travaillez au centre scientifique et technique du bâtiment. Pouvez-vous nous éclairer, si on devait résumer en 2 minutes pour des gens qui ne sont pas experts, quelles sont les grandes avancées dans le secteur du bâtiment? Merci Juliette, bonjour à toutes et tous. Du coup, pour essayer de synthétiser assez rapidement, le gros changement de la loi AGEC par rapport au secteur du bâtiment, ça va être sur la gestion des déchets, qu'on n'appelle plus déchets, qu'on n'appelle pas encore ressources.
On est dans une phase intermédiaire où on appelle ça par un mot barbare de PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Donc, il y a deux mesures phares qui sont prévues dans la loi AGEC. La première, c'est de revoir le diagnostic déchets et de transformer en diagnostic PEMD. Donc, partant du principe qu'un bon diagnostic, c'est le point de départ d'une bonne stratégie de valorisation pour la matière issue des bâtiments existants. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont prévus avec des formations pour les diagnostiqueurs, avec un focus sur le réemploi, avec une extension du périmètre aux rénovations, avec des contrôles facilités également, et puis une mise en visibilité des gisements de matière en amont des opérations. Ça, c'est très important pour faciliter l'anticipation. C'est quand même un des éléments clés quand on veut réussir une stratégie d'économie circulaire. Donc là-dessus, on est encore en attente de publication d'un arrêté pour pouvoir finaliser tout le dispositif et notamment le développement de la plateforme de mise en visibilité des diagnostics qui sera développée par le CSTB. La deuxième mesure phare de la loi AGEC, c'est la mise en place d'une filière REP, donc responsabilité élargie du producteur, sur l'ensemble des PEMD du bâtiment et donc la création d'éco-organismes qui vont du coup avoir des objectifs de résultats sur l'organisation de la filière, sur une meilleure traçabilité, un meilleur suivi, et puis donc des objectifs de résultats sur l'accompagnement au réemploi et des objectifs quantitatifs en termes de développement du recyclage. Donc là-dessus, le cahier des charges des éco-organismes est paru en début de semaine et la mise en place est prévue pour le 1er janvier 2023. Il y a des éléments aussi qui sont prévus autour de l'éco-conception, notamment en lien avec le dispositif d'éco-modulation des contributions qui est prévu par la REP, mais qui vient du coup en complément en fait, d'autres dispositions qui sont prévues notamment dans les lois Élan ou loi climat résilience. Et puis peut-être juste rappeler que on est du coup dans une démarche qui est au niveau européen et du coup la France a pris un peu d'avance et donc on est vraiment dans une bonne position pour être moteur au niveau européen. Merci. Merci beaucoup. On va rester dans un sujet similaire. Donc, un bâtiment, c'est le gros œuvre, les fondations, les murs porteurs, mais également le second œuvre, la plomberie, l'électricité, la menuiserie, les revêtements. Comme vous en avez parlé, la première responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de la construction et du bâtiment va entrer en vigueur au plus tard en France le 1er janvier 2023 et elle va imposer aux acteurs de s'organiser pour réduire et valoriser les déchets qui viennent des opérations de construction, de rénovation, de réhabilitation et de déconstruction. Myriam Trigevachka, vous êtes directrice du développement durable et des affaires publiques chez Target, qui est une multinationale française spécialisée dans les revêtements des sols et des surfaces. D'après vous, comment développer le réemploi et valoriser les moquettes aujourd'hui? Est-ce que la loi AGEC permet de faire évoluer les pratiques? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire qui est très intéressant par la qualité des échanges déjà partagés ce matin. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment nous travaillons sur la partie économie circulaire dans le domaine des moquettes, en reprenant aussi les choses à la base pour nous, puisqu'on a une démarche globale et nous sommes engagés pour développer des solutions circulaires. Donc, on commence aussi par l'éco-conception et comme vient de le dire M. Laurenceau, tout ça, ça va aussi nous permettre de bien répondre aux enjeux de la REP, puisqu'il va y avoir des éco-modulations qui seront liées à l'éco-conception. Donc, pour les dalles de moquette, aujourd'hui, nous produisons des dalles qui sont 100% recyclables et qui utilisent déjà des matériaux recyclés. Donc, ça, c'est le point de départ pour notre offre commerciale. Ensuite, on doit bien sûr être attentif aux choix qui vont être faits des moquettes dans un premier temps pour répondre aux caractéristiques techniques du projet, la destination, est-ce que c'est un bâtiment public, des bureaux, une école, etc. Ensuite, la notion qui vient en deuxième point, c'est l'impact complet du produit dans l'impact global du bâtiment. Et aujourd'hui, on voit qu'avec la RE 2020 et les labels bâtiments bas carbone, on demande aussi de calculer l'empreinte carbone du bâtiment sur toute sa durée de vie. Donc ça va prendre en compte la construction, les rénovations,
mais aussi des rénovations qui sont peut-être plus liées à l'occupation quotidienne du bâtiment et ce qui va être, notamment dans des bureaux, si on prend l'exemple de la moquette, la rénovation de la décoration et des espaces. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, par exemple, en milieu de durée de vie d'une dalle de moquette, donc pour une moquette qui aura encore la possibilité d'être réutilisée. Alors, nous devons vraiment accompagner nos clients parce qu'il y a des choses nouvelles dans les réglementations et notamment sur le calcul de l'empreinte carbone du produit dans celle du bâtiment. Ce que met en avant l'Aéro 2020 et les labels BBCA en particulier, c'est qu'un produit réemployé a une empreinte carbone nulle dans les calculs. Donc ça, c'est un premier facteur de stimulation du réemploi au moment de la conception du projet. Ensuite, quand on passe à la phase opérationnelle, il y a des éléments qui vont être très importants à prendre en compte et ce n'est pas juste prendre une dalle de moquette et la remettre dans un autre environnement construit. Donc, il y a un diagnostic qui est important. Il faut comprendre quels sont les revêtements qui sont en place, savoir quelle est leur histoire et les éléments de traçabilité existants sur les matériaux en place sont importants à prendre en compte, notamment le contenu en substance, éventuellement aussi la façon dont ils ont été entretenus pendant toute leur utilisation dans le bâtiment considéré, l'état d'usure, les contraintes d'hygiène et de sécurité du bâtiment et du projet à venir doivent être aussi prises en compte. Et puis, il y a des questions de garantie, des questions de logistique qui vont être liées vraiment au réemploi de manière concrète qui ne doivent pas être négligées. Donc, pour nous, dans notre vision globale de l'économie circulaire, on va distinguer d'une part les produits qui ne sont plus en état et qui vont revenir dans une boucle fermée dans nos usines pour être recyclés grâce à notre programme Restart, des revêtements de sol qui, eux, sont encore en bon état et qui pourront être réemployés. Donc, tout ça, c'est bien des process différents d'une mise sur le marché d'un produit neuf pour remettre en circulation un produit réemployé. Et ça ne doit pas être sous-estimé. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit chez Target, c'est que le réemploi, c'est vraiment une question de spécialistes. Donc, nous avons décidé de nous entourer de spécialistes et de partenaires experts du réemploi. Et nous travaillons depuis le début de l'année avec CycleUp, qui est une start-up spécialisée dans le réemploi de matériaux depuis plusieurs années. Donc, l'expertise de CycleUp sur le diagnostic, le curage, la récupération, le reconditionnement, la revente des produits pour le réemploi assure ainsi à nos clients un très bon niveau de service, mais vraiment dédié au réemploi. Alors, si on revient sur la loi AGEC, pour nous, c'est vraiment un accélérateur de réemploi parce que c'est bien sûr spécifié dans les objectifs de la REP pour les produits et matériaux de la construction. Il y a vraiment dans le nouveau projet de cahier des charges qui vient d'être publié, donc je n'ai pas fini de l'analyser, mais vraiment une préoccupation très spécifique pour favoriser les filières de réemploi. Et c'est vraiment un enjeu pour les organismes qui seront, pour les éco-organismes qui vont être accrédités pour cela. Donc ça, c'est un premier facteur de stimulation du réemploi. Ensuite, les produits qui vont être réemployés, comme on l'a vu tout à l'heure, vont être aussi préconisés, notamment dans les achats publics. Donc ça, c'est comment on peut créer la demande. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, il y a vraiment aujourd'hui dans la loi AGEC et pas uniquement. Donc la loi AGEC, elle s'inscrit bien dans un ensemble de lois qui s'appliquent au bâtiment, à la construction et la rénovation. Vraiment une volonté de le stimuler parce qu'il y a un bonus carbone, si je puis m'exprimer, à l'utilisation de matériaux réemployés. Donc la loi AGEC, elle s'inscrit dans un ensemble qui va vraiment accélérer l'utilisation du réemploi et Target en tant qu'industriel s'y prépare. Merci. Merci beaucoup Myriane. Philippine, excuse-moi juste une seconde. Donc comme vous avez vu, on a un petit peu de retard. On trouverait ça dommage de devoir trop accélérer derrière. Donc pour vous prévenir, on va sans doute plutôt finir vers 11h15, 11h20. On comprend tous ceux qui n'avaient pas mobilisé tout ce temps-là, mais donc pour vous redire aussi, tout ça est enregistré et on renverra,
on vous retransmettra l'ensemble des éléments par la suite. Mais voilà, ça serait dommage de trop réduire le discours. Donc voilà, comptez un quart d'heure, je pense un quart d'heure, 20 minutes de retard par rapport à l'horaire qui était prévu. À toi, Philippine. Merci Manuel. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il est possible de sortir du statut de déchet. Donc, on va maintenant voir une application concrète de cela avec une innovation technologique de la start-up Néolith pour répondre à la question suivante. Comment valoriser les déchets dans le secteur du bâtiment? Mario Kinowski, vous êtes ingénieur en environnement. La parole est à vous. Bonjour à tous, merci à l'INEC pour l'invitation. Donc, un petit peu de contexte tout d'abord. Aujourd'hui, 40 millions de tonnes de déchets non valorisables sont enfouis ou incinérés chaque année en France. C'est dans ce contexte que Néolith a créé la fossilisation, un procédé qui transforme les déchets en pierre, comme ceci. Donc, c'est une alternative à l'enfouissement et l'incinération qui sont tous deux des procédés qui sont très très polluants. Donc nous, on s'intéresse aux déchets non inertes, non dangereux et non recyclables du bâtiment, enfin surtout les refus de tri des DIB de chantier, donc tous les déchets industriels et banals, donc c'est-à-dire du plâtre, des isolants, du textile, du plastique, toute la partie non recyclable. On réduit tous ces déchets en poudre par une succession de broyages au sein de notre procédé de la fossilisation. Une fois que tous ces déchets sont réduits en poudre, on obtient, on les mélange à un liant bas carbone tenu secret et de l'eau qui vont ensuite former des granulats d'anthropocytes, comme ceci, qui sont composés à 80% de déchets. Et ensuite, ces granulats vont être réutilisables dans les sous-couches routières ou pour le béton dans la construction. Donc, il y a plusieurs avantages à cette technologie qui est innovante. On a tout d'abord une réduction des émissions de CO2, étant donné qu'on séquestre et on évite près de 450 kg de CO2 par tonne de déchets traités. Il y a une réduction aussi en besoin en granulats dans les carrières, étant donné que c'est l'une des ressources les plus consommées après l'eau. On a également un traitement qui est local, vu que les fossilisateurs sont directement implantés sur site, au plus près des centres de tri ou des traitements, enfin des centres de tri. Et on est également moins cher qu'une solution classique. Il n'y a pas de surcoût du traitement des déchets à la tonne. Et même chose pour les granulats, c'est au même prix qu'un granulat classique. Cette société a été créée en 2019 par 3 cofondateurs. William Cruau, un ancien tailleur de pierre de plus de 40 ans. Nicolas Cruau, son fils, qui est ingénieur polytechnique. Et Clément Bénassi, qui est un ingénieur issu d'AgroParisTech. De 3, on est aujourd'hui 60 dans la société et on sera 100 d'ici la fin de l'année. On a également un fossilisateur qui est opérationnel près d'Angers, à Chalonnes-sur-Loire, et 2 fossilisateurs qui vont être commercialisés prochainement, ainsi que 25 l'année prochaine, pour vous donner un petit peu la grande croissance de Néolith. Et aujourd'hui, si je devais conclure, si tous les déchets, tout le flux, si on prenait tout le flux des déchets qui normalement vont vers l'enfouissement ou l'incinération, on réduirait, et que la fossilisation serait vraiment la solution principale. On réduirait de 5% les émissions de gaz à effet de serre, toute industrie confondue. Merci beaucoup Margot. Je vous propose maintenant de faire un petit zoom sur l'industrie du secteur automobile qui est particulièrement pertinente pour la mise en œuvre de l'économie circulaire. La loi AGEC prévoit l'extension de certaines filières REP, parmi elles les voitures individuelles et les camionnettes. On sait que la filière existe depuis maintenant 2006 pour les véhicules hors d'usage et qu'elle fonctionne en autonomie. Je vais laisser la parole à Johan Branca, cofondateur d'Opisto, qui est un portail pour les pièces d'occasion automobile et qui va pouvoir répondre à cette question: quel impact de la loi pour la filière automobile? Bonjour tout le monde, merci pour ce rendez-vous. Déjà, premièrement, pour commencer au niveau de la loi AGEC, c'est très particulier la position que nous avons actuellement au niveau automobile et de la filière du recyclage plus particulièrement.
C'est un dossier qui est toujours débattu à l'heure actuelle, qui est entre éco-organismes dits collectifs ou systèmes individuels pour la gestion-distribution des véhicules en fin de vie. Et cela n'est toujours pas arrêté actuellement. Donc, dans sa première version, la loi prévoyait de pouvoir fonctionner au même titre que la filière des équipements électriques et électroniques, sauf que l'éco-organisme aujourd'hui propre à la gestion des véhicules hors d'usage n'existe toujours pas. Principalement, la loi AGEC a aussi pour objectif de pouvoir lutter contre les dépôts illégaux des véhicules en fin de vie, qui dit plus précisément dans les casses sauvages, et d'orienter ces mêmes véhicules vers la filière légale dite agréée. Il faut savoir qu'environ aujourd'hui, la filière légale traite 1,2 million de véhicules en fin de vie par an, et la filière illégale, c'est 500 000 véhicules aujourd'hui. Donc, il y a vraiment de gros impacts à avoir sur cette réorientation des véhicules en fin de vie. Et si la filière illégale aujourd'hui perdure, c'est notamment par un manque de connaissance de la filière légale ou des démarches auprès du grand public. Et c'est là où on a toutes les actions à mener auprès de cette réorientation. L'ADEME l'a même reconnu aujourd'hui que l'éco-organisme n'aura pas d'incidence particulière par rapport à cette filière dite illégale. Concernant les centres VHU, centres de véhicules hors d'usage, les véhicules en fin de vie, aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont agréées par les préfectures françaises et qui répondent en fait à des obligations européennes, et notamment de pouvoir recycler un véhicule ou la masse d'un véhicule à 95%. Et ça fait bientôt 2 ans, ça fait même 2 ans que les centres VHU français répondent à ces attentes de recyclabilité. Et le système aujourd'hui est même viable économiquement parlant, c'est-à-dire que les centres VHU sont des entreprises personnelles ou même familiales qui répondent au taux de valorisation de l'Europe et qui sont même viables économiquement parlant. Donc aujourd'hui, c'est là où on va avoir l'Europe qui va même prendre des exemples sur la filière française pour essayer de la dupliquer au niveau européen. Concernant maintenant la partie aval, qui est la distribution des PIEC, donc les pièces issues de l'économie circulaire, j'ai envie de dire que cette branche n'a pas attendu la loi AGEC pour commencer à faire du réemploi. Nous, ça fait 12 ans que nous sommes dans ce métier et on accompagne les centres VHU à pouvoir informatiser, digitaliser les pièces issues de l'économie circulaire. Et il faut savoir que depuis 2019, la loi va aussi dans ce sens en proposant la pièce d'occasion directement dans les chiffrages au niveau de la réparation automobile. Et il faut savoir que ces pièces aujourd'hui, au niveau professionnel, il n'y a pas eu de réel impact positif, j'ai envie de dire. En 2 ans, on est passé de 2,7% à 3,6% de part de marché de la pièce d'occasion par rapport à la pièce neuve. Et tout ça par méconnaissance au niveau des garagistes, méconnaissance des solutions qui mutualisent le stock de ces démolitions. Aujourd'hui, on travaille avec 500 démolitions qui informatisent 3,7 millions de pièces en stock en temps réel. Donc, ce qui nous permet d'être relativement optimiste aujourd'hui, c'est des marchés matures et de se comparer à ça au niveau, par exemple, des États-Unis où la pièce d'occasion est pas loin de 20% de part de marché, la Suède avec 17%. Donc, beaucoup d'avenir encore à écrire et de pouvoir continuer à réemployer les pièces. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. On va maintenant dézoomer et passer au sujet des entreprises de manière plus générale et du coup se concentrer sur les stratégies d'économie circulaire qu'elles peuvent mettre en place, dont les démarches d'éco-conception. Et pour l'exemple, on va du coup demander à Fanny Deranchy, qui est la directrice économie circulaire de La Poste, de nous expliquer comment s'illustre l'éco-conception au sein d'une entreprise. Oui, merci Ilona, bonjour à tous. Effectivement, l'éco-conception au sein d'une entreprise comme La Poste ou les sociétés du groupe La Poste s'illustre à plusieurs niveaux dans les produits que nous vendons, dans les équipements et les fournitures que nous utilisons et également c'est aussi accompagner l'éco-conception de nos clients dont nous transportons les produits. 2 exemples là-dessus. Nous avons testé que les journaux et les magazines peuvent bien passer dans les machines de tri sans emballage plastique, qui était une nouveauté imposée par la loi AGEC. Également, nous faisons des tests similaires pour les emballages réutilisables que les e-commerçants commencent à proposer, ce qui ne passe pas forcément bien sur les tapis de tri des colis. Donc, on les accompagne dans leur recherche et développement, dans leur éco-conception.
sur ce que nous achetons pour rendre les services que nous proposons. C'est par exemple intégrer des critères d'éco-conception dans les achats, par exemple des uniformes des facteurs. Et enfin, je voulais parler des produits que nous vendons. Donc, nous vendons entre autres des emballages vides que les particuliers utilisent pour envoyer des courriers et des colis. Nous avons une démarche d'éco-conception de ces emballages depuis plus de 10 ans et aujourd'hui des engagements qui sont pris dans le plan stratégique du groupe La Poste. Donc, c'est intégrer 60% de matières issues du recyclage, s'assurer que ces emballages sont toujours recyclables et tendre vers zéro plastique à usage unique dans ces emballages. Aujourd'hui, en moyenne, on a réussi à progresser pour atteindre un taux moyen d'incorporation de matières recyclées de 40% et sur certains emballages de la gamme, 72%. Et nous avons une première étape significative vers la fin de l'usage unique plastique. Les pochettes en plastique souple sont très demandées pour les envois de particulier à particulier. Et nous avons testé une pochette avec 2 utilisations consécutives plutôt qu'une. De très bons retours des particuliers. Nous allons déployer cette pochette-là et nous améliorons encore son éco-conception en réduisant le poids de matière utilisée, la quantité d'encre et en augmentant encore la part de plastique recyclé intégré. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Donc, on va maintenant passer au sujet du don. Donc, la loi AGEC a consacré une interdiction de détruire les invendus de produits non alimentaires neufs destinés à la vente, en donnant la priorité notamment au réemploi et notamment par le don. Annabelle Lavigne, vous êtes déléguée générale de Dons Solidaires. C'est une association qui collecte auprès des entreprises des invendus de consommation courante non alimentaire en vue de les distribuer aux associations caritatives. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir recours aux dons lorsqu'on est une entreprise et dans un second temps, l'interdiction de destruction des invendus, quel impact a-t-elle eu sur votre activité? À vous, Annabelle. Oui, bonjour à tous. Alors, juste, je ne suis pas déléguée générale, mais c'est pas grave, je remettrai mon titre dans la discussion. Effectivement, Dons Solidaires, c'est une association qui est intermédiaire du don, c'est-à-dire qu'on collecte les invendus auprès des entreprises fabricants et distributeurs pour pouvoir les redistribuer ensuite à des associations sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, on redistribue ces produits qui peuvent être des produits d'hygiène, des textiles, des jeux et jouets, des produits de fourniture scolaire, du petit électroménager, à un peu plus de 1000 associations sur tout le territoire qui accompagnent les personnes en situation de précarité. Et donc, pour une entreprise, le don a plusieurs avantages. Au-delà de respecter évidemment les nouvelles obligations réglementaires, il permet d'obtenir une réduction à hauteur de 60% du coût de revient des produits qui nous sont donnés, avec une exonération de la régularisation de la TVA sur ces produits. Il les fait vraiment partie intégrante de la démarche RSE des entreprises aujourd'hui, puisqu'il permet à la fois de lutter contre le gaspillage des ressources lorsqu'il s'agit de dons d'invendus, et il permet aussi de donner une seconde vie solidaire à ces produits qui souvent étaient détruits auparavant. Et donc, maintenant, ils sont redistribués à des associations qui en ont besoin pour accompagner au mieux les bénéficiaires qu'elles accompagnent. Donc voilà, il y a un côté anti-gaspillage et il y a un côté solidarité très fort également. Et puis, du coup, il crée une fierté des salariés des entreprises qui entrent dans cette démarche de don. Donc, ils travaillent à la communication interne, à l'engagement des salariés par rapport à l'entreprise pour laquelle ils travaillent et voilà, à la marque employeur en général. Donc, c'est vraiment une démarche qui a beaucoup d'impact positif. Donc, est-ce que l'interdiction destruction des invendus a eu un impact sur notre activité? Oui. On a vu que depuis le vote de la loi, il y a plus d'entreprises qui nous ont contactés. Bon, on existe depuis 2004, donc il y a déjà 160 entreprises qui travaillent avec nous, qui nous confient leurs invendus. Mais on a vraiment senti qu'il y avait eu, par rapport au vote de cette loi, un nouvel élan. Par contre, l'étude ADEME qui a été menée l'année dernière, enfin, qui est parue l'année dernière à laquelle on a participé, a montré qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant des obligations réglementaires et donc il y a vraiment de la pédagogie, de la sensibilisation à faire autour de ça. Et donc nous, on a fait un guide du don que je mettrai dans la conversation pour que ceux que ça intéresse puissent regarder. Mais l'idée, c'est vraiment de convaincre les entreprises que c'est une démarche qui est simple, qui est fiable, avec une vraie traçabilité et qui a ce double impact anti-gaspi et solidarité.
Après, évidemment, la crise Covid et puis la crise ukrainienne ont un petit peu brouillé le calcul. Enfin, on ne peut pas vraiment dire ce qui est lié à la loi AGEC et ce qui est lié à ces crises récentes, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'entreprises qui entrent dans cette démarche de don. Et nous, on essaie de participer à cette sensibilisation. On propose donc ce guide dont je vous parlais. On fait des séminaires avec tous ceux qui souhaiteraient mieux comprendre ce que c'est que cette démarche de don, donc des collectivités, des CCI, enfin tous ceux qui le souhaitent, des fédérations. Donc n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est une démarche positive à beaucoup de points de vue. Merci beaucoup. Voilà, merci. On va maintenant passer à la partie entrepreneuriat et économie circulaire, donc d'autres activités que le don sort de l'économie monétaire classique. Et le troc en fait partie par l'échange de biens contre un autre. Et le site MyTroc le permet en le favorisant. Nous avions du coup la question suivante parmi les questions du public. Le troc favorise-t-il l'économie circulaire? Et c'est Floriane Adan, présidente fondatrice de MyTroc, qui va nous répondre à cette question. Merci Ilona, donc bonjour. Donc oui, hein, évidemment, le troc favorise l'économie circulaire. Le troc se pratique en général avec des objets d'occasion, donc c'est donc du réemploi, et le réemploi, ça fait partie, c'est un des 7 piliers de l'économie circulaire. Donc nous, sur nos marketplaces, on a la marketplace grand public, mytroc.fr, mais on développe aussi des marketplaces de réemploi pour les professionnels. Alors là, c'est pas du troc, hein, c'est aussi du don, de la cession, c'est de la mutualisation de ressources. Et là encore, ça fait partie de l'économie circulaire. Et on voit, notamment avec toutes les mesures qui se durcissent, la loi AGEC, etc., que de plus en plus d'entreprises jouent le jeu. Nous, nos demandes de marketplace de réemploi ont doublé sur le premier trimestre. Donc, c'est une aubaine écologique. C'est une aubaine économique aussi. Donc, ça, c'est le bonus. Hein. L'économie circulaire, ça peut être aussi quelque chose pour faire de réelles économies. Donc, nous, nos marketplaces, chez les acteurs publics et privés, en fait, il y a énormément de ressources, de matériel qui se font stocker, inutilisés, sous-exploités et parfois jetés. Et dans le service à côté, on va racheter la même chose. Donc, il n'existe pas forcément de solution qui permet de recenser toutes les ressources disponibles pour les mutualiser facilement. Donc, du coup, nos marketplaces évitent les achats neufs. Donc, c'est un acte forcément responsable. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les Français aujourd'hui veulent consommer, enfin, le marché de la consommation d'occasion est en pleine envolée, enfin en pleine expansion depuis plusieurs années déjà. Et donc, il y a plein de choses pour consommer d'occasion à la maison, mais pas beaucoup, en fait, pour continuer d'avoir une démarche responsable sur le travail. Et 96% des Français aujourd'hui, des salariés, souhaitent lutter aussi contre le gaspillage dans leur entreprise. Donc, nous, on voit sur le Marketplace Pro, c'est les salariés qui font la démarche de s'inscrire. Par exemple, on travaille avec SNCF notamment. Il y a 40 000 salariés qui ont fait la démarche de s'inscrire pour consommer plus responsable au quotidien. Donc aujourd'hui, au lieu d'acheter du neuf, les salariés vont directement sur leur plateforme de réemploi pour trouver du matériel de seconde main ou quand ils n'ont plus besoin de mobilier ou de plus gros matériel aussi technique, ils font aussi la démarche spontanée d'aller le déposer sur la plateforme. Donc voilà, donc c'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment l'envolée de la consommation d'occasion. C'est aussi aujourd'hui chez les entreprises. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on vient de sortir un communiqué de presse sur la consommation d'occasion à la maison et au travail avec les différences sur ces deux marchés et les biens les plus prisés aussi sur le réemploi en entreprise. Voilà, donc on a aussi une calculette carbone. Je voulais juste vous dire ça parce qu'on voit qu'il y a un énorme impact encore plus chez les entreprises qu'à la maison. On a une calculette carbone qui mesure les tonnes de CO2 évitées sur le réemploi professionnel. Et pour un grand groupe, ça peut aller jusqu'à 500, 600, 800 tonnes de CO2 évitées par an grâce au réemploi et plus d'1 million d'euros économisés. Donc, voilà, le réemploi en entreprise, c'est une nécessité. Merci beaucoup, Floriane. C'est effectivement une belle entreprise et un bel exemple d'innovation. Aujourd'hui, on nous pose souvent la question, quelle est la place des startups? Y a-t-il une place pour les startups dans l'économie circulaire? Et pour répondre à cette question, on a invité notamment Yacine Kabej, qui est fondateur de Circuleg. C'est une startup qui transforme et revalorise les coquilles d'œufs et qui va répondre en premier à cette question en l'illustrant avec son propre exemple. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, super. Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour toutes ces présentations. Très rapidement, du coup, Circuleg, pour que tout le monde soit au courant, on valorise les coquilles d'œufs issues des industries agroalimentaires. Et en fait, on leur redonne une seconde vie. Et pour ça, en fait, on a développé un procédé qui permet de séparer les deux constituants de la coquille externe
et la membrane interne. La coquille externe, en fait, est riche à 98% de carbonate de calcium et donc on l'adresse à toutes les industries qui souhaitent avoir un carbonate de calcium biosourcé. Et la membrane interne, elle est riche donc en protéines et en différentes biomolécules intégrées. Et c'est également vers des secteurs à haute valeur ajoutée. Et pour la question, du coup, est-ce que les startups ont leur place dans l'économie circulaire? Je dirais 3 fois oui. Oui, parce que d'abord, tout simplement, en rencontrant les industriels, on s'est rendu compte, on leur a posé la question pourquoi ils ne valorisaient pas leurs coproduits. Ils nous ont dit qu'il fallait que ce soit un acteur qui était indépendant et agile, qui en fait repensait un peu les modèles qui sont déjà posés et qui ont un certain temps. En plus, je dirais que c'est actuel parce que les consommateurs c'est maintenant qu'ils sont à la recherche de produits biosourcés avec un sourcing durable et local. Et en plus, les industriels aujourd'hui subissent une pression, enfin des contraintes de plus en plus croissantes dans la chaîne d'approvisionnement. Et c'est malheureux, mais le contexte actuel le prouve aussi. Et le dernier oui, c'est parce que, comme on peut le voir, mais la réglementation bouge en faveur de l'économie circulaire et l'urgence fait qu'en fait, il faut que ce soit un acteur qui soit à la fois agile et qui peut répondre à cette demande qui est rapide. Merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai sur le chat. Merci beaucoup Yacine. Même question pour Marianne Rito pour Circulaire, start-up innovante qui recycle des peintures et pots de peinture. Bonjour à tous et merci à l'INEC pour l'invitation. Donc effectivement, Circulaire, c'est un deuxième bon exemple, je pense, après Circulec, qui montre que oui, il y a une place pour les startups dans l'économie circulaire aujourd'hui. Rapidement, donc Circulaire, nous, on a créé la première et seule filière de recyclage des peintures acryliques en France. Donc nous, on a constaté que tous les ans, c'était des millions de litres de peinture qui partaient à l'incinération. Ces fonds de pots de peinture que vous avez certainement aussi quand vous faites un chantier chez vous. L'idée, c'est que nous, on va les récupérer et on va leur donner une seconde vie. Donc, il y a tout un travail qui est effectué au sein de la filière pour identifier quelles sont les peintures qu'on va effectivement pouvoir recycler. Et on a développé aussi une expertise de chimie de reformulation pour donner du coup une deuxième vie à ces peintures. On est vraiment en économie circulaire en boucle fermée, donc on transforme une peinture en une autre peinture, mais qui va être de qualité haut de gamme pour montrer aussi que l'économie circulaire, ce n'est pas forcément pour des produits low cost derrière et qu'on peut vraiment faire des produits hautement qualitatifs. Donc, toutes nos peintures contiennent au moins 70% de matière recyclée. Et on ne peut pas dire non plus que ça a été un long fleuve tranquille. Monter une filière de recyclage comme ça, ce n'est pas simple. Notamment, on a été confronté aussi à des problématiques réglementaires. On a beaucoup été accompagnés pour cela par l'INEC. Donc, on vous remercie aussi pour ça. Et clairement, oui, on a une place en tant que start-up dans cette économie circulaire et j'aurais même tendance à dire que c'est finalement les start-up aujourd'hui qui poussent dans ce sens-là. C'est plus facile pour une nouvelle structure jeune et réactive de mettre en place ce type de filière que pour quelqu'un qui est déjà très gros, implanté dans un certain modèle. Donc, je pense qu'il faut même inciter les entrepreneurs qui aujourd'hui n'oseraient peut-être pas à aller dans cette voie-là. Et se servir aussi du réseau. On est plusieurs entreprises maintenant à s'être lancées dans cette démarche-là. Donc, autant aussi s'entraider et essayer de partager les bonnes pratiques, les difficultés qu'on a rencontrées, mais aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un succès. Donc, j'incite en tout cas tous ceux qui ont une idée à la lancer, à la mettre en place dans ce domaine de l'économie circulaire. Merci beaucoup Marianne, c'est effectivement très intéressant et ces deux exemples montrent clairement la place des startups dans l'économie circulaire. Pour aller encore plus loin, on peut se demander comment les innovations vont se répandre au reste de l'écosystème économique. Et pour cela, on a invité Pierre-Emmanuel Saint-Esprit à présenter ZAC, la start-up qui permet d'offrir aux particuliers des équipements de seconde main pour répondre à la question suivante. Comment une start-up peut aider une entreprise de taille intermédiaire à embrasser l'économie circulaire? Merci beaucoup, Juliette. Je vais faire une petite minute du coup, pour rattraper sur le timing. ZAC a été racheté par le groupe Manutan du coup, en mi-février. Leader du e-commerce B2B en Europe. Et petite précision, en fait, on est focalisé sur les entreprises, donc pour récupérer effectivement leurs produits électroniques usagés. Alors, plusieurs choses. La première, rapidement, pourquoi Manutan doit aller vers l'économie circulaire? Réglementation, article 58 de la loi AGEC, bien sûr. Toutes les activités publiques sont une partie importante des clients de Manutan en France. Et au niveau européen, avec le pacte circulaire, durabilité des produits, passeport numérique, typé, puisque pour ce type de société qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on parle d'une question un peu de vie ou de mort, puisqu'aujourd'hui, il n'existe typiquement l'offre des produits pour répondre à cet article 58 avec les 30% de produits recyclés de seconde main ou d'occasion sur un certain nombre de problématiques. Et la demande qui change extrêmement rapidement. Il faut faire des produits plus responsables.
et pas seulement en raison de la réglementation. Alors, pour faire cela, qu'on a un groupe comme Manutan, comment on peut aller? Comment on peut faire? On peut le faire avec des ressources internes, mais pourquoi avec une startup, ça pourrait aller plus vite? Il y a un manque d'acculturation sur l'économie circulaire. Quand on rachète une boîte qui fait ça depuis 6 ans, ça va beaucoup plus vite. C'est un réseau, c'est des réflexes de raisonnement, de modèles économiques, par exemple, des connaissances et de formation. Et de là même sur la réglementation, ça a été dit précédemment, mais rien que le principe des filières REP est très peu maîtrisé dans pas mal d'entreprises. Donc, quand on a une boîte qui fait ça depuis 6 ans et qui connaît un peu tout ça, ça va beaucoup plus vite. Et puis, deuxième point, et je terminerai là-dessus, ça permet de commencer beaucoup plus vite un nouveau service sans tout créer en interne. C'est un schéma logistique, c'est des équipes commerciales déjà formées, la technologie nécessaire typiquement pour piloter tous les flux inverses. Ça permet de ne pas brusquer les équipes plus classiques, mais leur montrer la voie avec une entreprise qui fait déjà ça à l'intérieur du groupe. Et enfin, ça permet de dupliquer peut-être le modèle de la startup rachetée vers des nouveaux produits. Chez nous, les produits électroniques, vers éventuellement le mobilier ou d'autres typologies de produits demain, sans tout bouger à l'intérieur. Donc concrètement, ça permet d'accélérer, de s'acculturer extrêmement rapidement sur un sujet qui n'est pas si simple que ça pour des boîtes qui ne font pas ça depuis très longtemps. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel, et puis plus largement merci à tout le monde, là, aux nombreux intervenants qui sont venus aujourd'hui présenter des solutions, une vision de l'économie circulaire et surtout des perspectives. Alors comme je vous l'ai dit, c'est, pour reprendre la rhétorique mai 68, ce n'est qu'un début, continuons le combat. L'idée aujourd'hui, c'était d'être très riche, de poser plein de questions. On est conscient que ça fait beaucoup de thématiques qui sont abordées, et on va pouvoir poursuivre là les semaines et les mois qui viennent pour continuer à creuser et à travailler ces questions. Donc, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous nous avez pensé, de lire la publication, de la transmettre, de l'envoyer. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions. On les a toutes notées et on y répondra aussi par ailleurs. Et encore une fois, merci infiniment de vous être connectés aussi nombreux en ce jeudi matin. Et donc, on vous dit à très, très vite. Au revoir. Merci, au revoir.